Descendante normalement, donc 5, 4, 3, 2. C'est de dire, par exemple, tous les items qui ont un threshold supérieur à 3, on va les recommander. Donc on va sélectionner les 3 premiers. Donc c'est top 3 recommendations. Ici on va sélectionner 3 items. On a ignoré les 2, on va supposer qu'il est négatif, donc il ne sert à rien de le système, ça ne va pas plaire à l'utilisateur. Donc c'est ça le seul. Et cette valeur K qu'on va utiliser dans le neighbors est très, un énorme rôle dans la qualité de la recommandation. Par exemple, si K est trop small, ça va être trop spécifique, donc ça ne va pas être très divers. Si un K est trop large, ça va être trop généralisé, ça peut être trop loin des préférences de l'utilisateur. Parce qu'on a pris un cas trop, vous imaginez prendre un cas trop loin, donc on va beaucoup trop d'utilisateurs à prendre en considération. Certains sont trop loin de lui peut-être, ils ne sont pas si similaires que ça. Donc c'est vrai que ça sera plus divers, mais ça pourra causer des recommandations plus disproportionnées. C'est pour ça qu'il faut toujours choisir le cas en fonction de ces deux principes, donc une moyenne des deux serait parfaite. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de tests. Moi, dans mon approche, donc moi d'ingénieur, j'ai utilisé beaucoup de cas jusqu'à trouver la valeur qui me va le mieux en termes de métrique. Maintenant, on a notre méthode qui est la model based. Là, on utilise. Je vais un petit peu la parole parce que je suis. Vous savez parce qu'en fait, je dois partir. C'est très intéressant ce que vous dites. Si vous me permettez juste une petite question, après je dois partir. Est-ce qu'en fait, selon votre. Vous allez faire un petit état là, vous avez cherché ce qui existe comme méthodologie. Est-ce qu'en fait, il y a des méthodologies qui sont. Je parle toujours dans les Commander System, qui marchent beaucoup plus sur des domaines bien précis. Je vous donne un exemple. On a par exemple sur les réseaux sociaux, lorsqu'on fait du scrolling sur vidéo, est-ce que les systèmes de recommandation là, il y a ceux qui sont préférables pour ce métier. Il y a d'autres, par exemple, je parle avec un chatbot. En fait, il y a des chatbots qui utilisent des systèmes de recommandation. Est-ce qu'en fait, il y a des modèles bien précis selon le domaine qu'on veut exécuter? Ah oui, bien sûr. Tout dépend de l'objectif du système. Par exemple, quand on parle de multimédia, vous parlez de données textuelles avec un chatbot. Donc, il est préférable d'utiliser un content-based, un système de recommandation qui est basé sur le content-based parce qu'il va analyser ce contenu, donc ces fichiers textuels ou multimédia, il va voir des features et par rapport à la préférence des utilisateurs par rapport à ces features spécifiques, il va recommander des trucs qui sont similaires. Mais en général, c'est très bien d'avoir des modèles hybrides parce qu'ils sont plus flexibles et capturent plus la préférence de l'utilisateur. Dans tous les cas, c'est très bien d'incorporer quelque chose qui est hybride. Une toute petite dernière question, collaborative filtering. C'est lorsque j'interagis avec l'objet, c'est-à-dire je scrolle sur des vidéos, je vais interagir, je vais liker, je vais dislike, ainsi de suite. Donc est-ce que ça c'est pas du collaboratif? Parce que moi avant de vous expliquer, moi j'ai cru que collaboratif c'est avec l'utilisateur, c'est-à-dire je suis utilisateur, donc selon ce que je dis, que le système va s'adapter et me recommander des choses qui vont dans ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai un petit peu. Je comprends ça. Vous voyez collaborer avec un set d'objets. Oui. Se basant sur ça, il va parce qu'en fait, dans ce que j'ai vu, généralement dans les outils qu'on utilise, il y a moi j'ai distingué deux types de systèmes de recommandation. Celui qui dépend de ce que moi je lui dis, de ce que j'interagis, et le deuxième, il dépend des tendances. C'est-à-dire, c'est lié avec les autres utilisateurs. C'est un rating. C'est-à-dire, si les autres utilisateurs, je parle toujours vidéo par exemple, si votre vidéo a été likée par plusieurs personnes, donc ces tendances, ça va monter. Ça va dépend, par exemple, si les utilisateurs ont les mêmes démographiques. Donc, est-ce qu'elles ont le même profil? Parce que c'est un collaborative filtering, donc on va voir sa similarité de cet utilisateur à un set d'utilisateurs. S'ils sont similaires, si le set d'utilisateurs aime quelque chose, donc il y aura une forte chance qu'il sera susceptible d'aimer les mêmes choses. Donc c'est par rapport à la démographie et la similarité de ces utilisateurs. C'est pour ça qu'on calcule la similarité entre ces utilisateurs. C'est par rapport à ça. Donc s'ils sont susceptibles d'aimer les mêmes choses, on va leur recommander les mêmes choses. Vous avez parlé de profil d'utilisateur. Est-ce que cela veut dire si je suis sur un site, je m'inscris, je suis une femme, j'ai un certain âge et j'ai une certaine spécialité.
et du coup ils vont me recommander des choses comme ça. Basé sur un profil similaire. D'accord. Et si c'est des anonymes, qu'est-ce qui se passe? Au début, on n'a que les tendances. Là, ça sera un code user, donc on fait. D'accord. C'est pas un code user, mais on ne pourra pas le faire. C'est pour ça que chaque site il demande un minimum d'informations, un minimum de sexe, pour savoir si tu es, surtout les sites de shopping en ligne. Parce C'est qu'en fait, primordial. il y a des, pour les anonymes, enfin moi que ce que je connais, après vous êtes plus expert parce que vous avez fait plus de recherches que nous. Moi de ce que je connais dans les sites de e-commerce par exemple, même si vous êtes anonyme, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la collecte des cookies. Et la collecte des cookies, derrière, ça travaille en fait, ça récupère votre localisation, Exactement, votre c'est basé tendance. sur ça aussi. Voilà, donc ça arrive, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est des démographiques, donc c'est tout ce qui est lié à vous, votre localisation, votre pays, tout ce qu'il peut récupérer des cookies du code JavaScript qu'il a instauré sur son D'accord. site. Et tout ça peut être utilisé. Très bien, merci. Je suis désolée, hein, j'ai pas pu, je pourrais pas assister jusqu'à la fin. Je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à jeudi, c'est ça? Très bien, merci. Donc on continue avec les model-based models. Donc ça c'est des modèles, pas des méthodes. C'est des modèles élaborés qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Donc on a par exemple le deep learning et bien évidemment le fondament qui est le machine learning. Donc ils sont utilisés dans plusieurs secteurs, pas forcément la recommandation. Que ce soit le processus de préparation de données jusqu'à l'élaboration du modèle. Donc par exemple on utilise la réduction dimensionality reduction, on utilise des techniques comme le SVD, PCA. Donc c'est pour transformer les données et des fois c'est utilisé aussi pour réduire le problème sparse. Parce que par exemple le PCA, ce que ça va faire, ça va extraire les features les plus importantes. Donc ça s'appelle Principal Component Analysis. Donc ça va essayer d'extraire les composants les plus importants de notre matrice. Donc par exemple si on a un utilisateur qui est cold, donc cold user qui n'a aucune interaction. Là, ce que la PCA va faire, c'est qu'elle va l'éliminer parce qu'il ne sert à rien. Il n'apporte rien de plus à notre matrice. Donc, la PCA va réduire le volume de la matrice, donc notre base de données. En même temps, il va garder que l'essentiel dans ce qu'il y a de cette matrice, donc notre base de données. Donc c'est ce qui est écrit, c'est donc transform high dimensional data into low dimensional slices. Et ça rend les algorithmes plus efficaces et ça les optimise aussi. On a aussi model-based modeling, content-based filtering, donc basé sur le contenu. Par exemple, on utilise des techniques d'NLP, vision par image pour pouvoir avoir ces features. C'est ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure. On a aussi collaborative filtering qui est aussi dans le contexte du model-based parce que ça peut utiliser des données statistiques comme SVD et ILS. Une technique aussi de dimensionality reduction, c'est la même chose, c'est le même principe. Dans les hybrid models, il y a des techniques de boosting et de bagging qui sont des techniques dans le machine learning pour pouvoir avoir des recommandations plus adaptées. On a aussi quelque chose qui est très émergent, par exemple des graph-based. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Node.js. Donc c'est un système de graph-based database. Donc par exemple, si on a deux utilisateurs qui sont connectés par un node, il y a des algorithmes spéciaux qui vont essayer de parcourir ce node et trouver tous les utilisateurs qui sont interconnectés par des nodes. Donc ça va représenter comme des potentiels utilisateurs similaires qui auront peut-être les mêmes préférences. Bien évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle des graph neural networks, graph-based neural networks, qui sont des réseaux de neurones basés sur ces graphes, qui sont très élaborés, qui sont utilisés avec les mêmes principes. On peut voir les nodes, donc les liens qui sont consultés pour pouvoir faire des recommandations qui sont assez efficaces et qui capturent les préférences des utilisateurs. En général, c'est ça. Bien évidemment, si on veut avoir des trucs plus élaborés, donc on a le deep learning. Donc, le deep learning, c'est du machine learning. Quand c'est plus élaboré, donc par exemple, si on a des données qui sont un peu plus extravagantes, on va dire, un peu plus volumineuses, comme vous pouvez remarquer dans le graphe, quand les données sont petites, c'est assez intéressant de rester sur du machine learning. Mais quand on commence à évoluer en nombre de données, c'est bien mieux de basculer dans le deep learning. Moi, dans mon travail, j'ai essayé de me focaliser sur ce qu'on appelle du clustering, parce que c'est ce qu'on a utilisé dans l'approche d'ingénieur. Donc, ce clustering, que ce soit pour les objets, pour les utilisateurs, il est sollicité pour grouper
des utilisateurs ou des objets qui sont similaires. Donc pourquoi on fait ça? Par exemple, au lieu d'exécuter ces algorithmes-là sur que ce soit le memory base, que ce soit model base, sur des données qui sont trop larges. Le clustering va nous donner une communauté d'utilisateurs ou d'objets sur lesquels on peut utiliser ça qui est plus petite déjà et qui ont plus de similarité. Donc ça va rendre forcément la recommandation plus efficace et plus accurate. C'est bien mieux, par exemple, supposons un dataset de 100. On fait sa clusterisation. Donc en 5 clusters. Supposons qu'on aura 20 utilisateurs dans chaque cluster. Chaque cluster à part, on le traitera comme un dataset tout seul. Donc par exemple, au lieu d'exécuter cette méthode de collaborative filtering sur tout le dataset, on va l'utiliser sur chaque cluster. Donc, quand je présenterai le modèle d'ingénieur, vous remarquerez par exemple qu'on aura de meilleurs résultats. Et même chose ici par exemple, si on avait un modèle qui est basé sur le machine learning, ça sera plus efficace d'exécuter sur le cluster que d'exécuter sur le dataset en complet. Ce sera moins efficace. C'est pour ça que les techniques de clustering sont utilisées, par exemple comme K-means, GMM, Gaussian Mixture Model. On a ça qui est basé sur des réseaux de neurones, on a donc c'est sur du deep learning. Il y a de l'agglomératif qui se focalise sur les statistiques par rapport c'est des hypothèses sur la proportion de chaque utilisateur ou de chaque objet. On a aussi ce qu'on appelle le DeepCC, donc c'est cette approche-là que je me suis focalisé sur elle. C'était le contrastive clustering, donc je l'expliquerai après dans ma conception de mon approche plus tard plus profondément, mais je vais vous donner le principe en général. Donc par exemple, le contrastive clustering, c'est utilisé pour chaque utilisateur de notre système. On va essayer de créer une augmentation de cet utilisateur. Donc c'est comme si on va créer un utilisateur parallèle, on va changer quelques informations à cet utilisateur. Mais ça restera toujours le même utilisateur. C'est comme une augmentation. Je pense que c'est comme on augmente une image. On va changer les couleurs, on va la rotation. Là, c'est sur un utilisateur. Parce qu'on n'a pas assez de données. Exactement. On va essayer de faire des rotations. Mais là, c'est pas forcément des images. Ça peut être un truc textuel. Il y a des techniques et des approches pour générer des paires augmentées. Donc, ce que va faire le modèle contrastive clustering, c'est qu'il va faire rentrer donc l'augmented pair, donc par exemple l'utilisateur augmenté, l'utilisateur en général. Il va essayer d'apprendre et de maximiser les similarités entre ces utilisateurs et apprendre à savoir quand est-ce que ces utilisateurs sont similaires pour pouvoir les clusterer dans le même cluster. Donc on va exécuter ça sur tout le dataset, sur tous les utilisateurs pour pouvoir avoir des clusters qui regroupent des utilisateurs qui sont effectivement similaires. Et beaucoup d'études ont montré que dans ce contexte-là, surtout dans ce contexte des systèmes de recommandation, le contrastive clustering est bien plus efficace et bien meilleur que ses pairs, donc le K-means, le GMM ou le sum agglomératif, parce qu'il arrive à plus capturer le patterns qui existent dans ces utilisateurs. Donc ça donne de meilleurs résultats, donc ça c'est bon dit. Donc un autre challenge qui est extrêmement important dans le contexte de notre travail, c'est le content-based filtering et les données visuelles, donc les images par exemple. C'est exactement ça. Donc je pense que le content-based a été bien compris tout à l'heure. Donc on peut utiliser des trucs, que ce soit textuel, que ce soit visuel. Donc on dit visuel, donc c'est du multimédia en général. Ça peut être des fichiers, ça peut être des vidéos, ça peut être des images. En général, moi je me suis plus focalisé sur les images parce que le traitement de vidéo est extrêmement compliqué et ça consomme beaucoup surtout. Donc on le sait bien, je pense qu'on a tous déjà entendu parler des Convolutional Neural Networks, donc les CNN, c'est eux qui sont utilisés de nos jours pour la classification, pour l'extraction de features. Ils sont un peu manipulés pour être un peu plus efficaces ça dépend de notre situation. Par exemple, dans le contexte de mon travail, je n'avais pas besoin de classification, mais j'avais besoin de vecteurs de features, donc des caractéristiques. Exactement. Mais après, il y a les fiches de classification, parce qu'on a. Non, j'ai enlevé les dernières couches. Et je l'ai remplacé par une couche
Ça s'appelle Global Layer, qui servira à me donner un vecteur de caractéristiques. Très bien. Oui. Parce que si, par exemple, vous utilisez un modèle convex-GSS, si vous laissez comme il est, son but ce n'est pas juste c'est pas de vous donner des features, mais c'est de reconnaître une image, de reconnaître quelque chose de classifié. Mais si vous voulez par exemple juste avoir accès aux vector features et l'utiliser par exemple dans votre système de recommandation, il faut supprimer certaines couches qui font, c'est des couches de réseau Qui font la classification. qui font la classification, donc ils sont inutiles dans mon travail parce que ce n'est pas la classification que je cherche à avoir les caractéristiques qui résident dans ce texte, ou par exemple dans cette recommandation pour pouvoir calculer la similarité entre utilisateurs et baser ma recommandation sur ces similarités. Ensuite, le placer dans un cluster. C'est ça. Exactement. On approche du clustering, mais pas forcément du clustering. Ça dépend de votre approche. Moi, oui, je l'ai fait, mais vous pouvez directement le faire. Par exemple, dans les premiers systèmes de recommandation, il n'y avait pas de clustering, on faisait directement la similarité. Bien sûr, on n'utilisait pas des CNN, on utilisait ce qu'on appelle HOQ, qui sont des méthodes traditionnelles pour avoir des caractéristiques. On va calculer cette similarité et avoir des recommandations directes sur ça. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de clusters, par exemple. On continue. Comme je le disais tout à l'heure, le problème avec les données visuelles, c'est qu'elles ne sont pas structurées, donc ils sont très difficiles et complexes à process. Ça consomme beaucoup de ressources et ça prend beaucoup de temps, surtout quand on a affaire à des datasets qui sont énormissimes. Imaginez, vous avez 1 million d'utilisateurs, donc il faut vraiment des GPU puissantes. Dans notre cas de notre travail, malheureusement, on pouvait travailler que sur des échantillons, pas de gros samples. Bien sûr, ça rend la feature extraction automatique, c'est pas comme les méthodes traditionnelles. Un truc positif avec